Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Martine Dumont-Merget qui vient nous présenter la nouvelle saison musicale de l'Astoria. Bonjour Martine. Bonjour Frédéric. Alors je résume votre parcours. Vous êtes une figure incontournable de la vie musicale belge. Née à Bruxelles, vous étudiez le chant et le piano en cours privé et à l'Académie de Bruxelles. Vous poursuivez des études d'infirmière à Louvain et à l'Université libre de Bruxelles, puis une licence en criminologie à la Faculté d'anthropologie sociale de Lyon. Lors d'un séjour à Benares en Inde, vous entreprenez également des études musicales à la Benares Hindu University. De retour en Belgique, vous travaillez au Centre de santé mentale d'Uccle, puis à la Fondation Infordrogue, et vous collaborez avec le professeur Léon Cassier au service de psychiatrie des cliniques universitaires Saint-Luc. Parallèlement, vous organisez des concerts de musique indienne, notamment avec Ravi Shankar, ainsi que des tournées de conférences sur cette tradition musicale. En 1984, vous fondez Opus 3, puis le festival des Midi Minimes. 4 ans plus tard, vous devenez critique musicale à l'hebdomadaire La Cité. En 1989, vous fondez la Jeune Philharmonie, un orchestre national de jeunes musiciens. 2 ans plus tard, vous rejoignez le journal La Libre Belgique. En 1995, vous lancez le Printemps baroque du Sablon, puis prenez la direction artistique du Grand Carrousel du Sablon. Depuis 2013, vous êtes invité permanente de l'émission La Table d'écoute sur Musique 3. Je vous propose de débuter notre entretien en écoutant The Poor Shepherd's Mournful Fate avec Reinhold van Mechelen, Anna Besson, entourée de l'ensemble A Nocte Temporis.
Reinoud van Mechelen, Anna Besson, entourée de l'ensemble Anok de Temporis, a interprété pour nous à The Poor Shepherd's Mournful Fate, 2 futurs invités de la saison musicale des Astoria Concerts que vient nous présenter Martine Dumont-Merget. Alors dites-nous Martine, venez-vous d'une famille de musiciens? Non, je viens d'une famille où tout le monde faisait de la musique. C'est pas tout à fait la même chose. En ce sens que mes parents étaient pas du tout musiciens, mais quand même, mon père faisait du violon, ma mère du piano. Ma mère chantait admirablement. Elle avait partie des chœurs de la Société Philharmonique, qui était un chœur d'amateurs encore à l'époque, mais elle chantait quand même déjà avec l'Orchestre National. Et elle faisait ça en plus de sa famille. Elle aidait mon père dans son commerce. Mon père avait fait du violon et il avait une magnifique oreille musicale. Et donc, c'était, je ne vais pas dire le meilleur de mes professeurs, mais c'était à lui et pour lui que je jouais et que j'essayais de faire des progrès. Il était très, très, très difficile. Il me donnait des cotes. J'avais 8,25, 8,30 sur 10. Et comme ça, et j'essayais de bien jouer. Enfin, c'est très, très stimulant quand on a un public autour de soi. Donc voilà. Et mes sœurs chantaient. Et notre frère, qui chantait faux comme une casserole, nous trouvait des bonnes partitions. Donc on a vécu totalement toujours dans la musique. Ça, c'était quelque chose Une de... dynamique familiale. Une dynamique familiale et au-delà de la famille, je dirais cousins, cousines, amis, tout le monde chantait. C'était une époque où j'étais aussi à une école où tout le monde faisait du chant et pratiquait la musique et la musique de chambre, ce qui est assez rare entre très jeunes et enfants, si je puis dire. Donc, voilà. Mais c'était pas du tout à titre professionnel. Et c'était essentiellement de la musique classique? Ben oui. Oui, et de la chanson, parce qu'il y avait matière. Il y a un magnifique répertoire de chansons, toute la chanson française, mais aussi quand même la chanson, la folk quand on était adolescent, etc. Donc tout ça, oui, il y avait matière. Je dirais la chanson aussi, qui prenait beaucoup de place. Alors après avoir beaucoup souffert à faire du piano très sérieusement, etc., on prenait la guitare et on chantait, je sais pas, même, j'avoue, Jacques Brel ou Anne Sylvestre. C'était quand même, ça nous donne l'impression. Et c'était tellement plus facile que de devoir faire des sonates de Haydn. Hein, donc, la guitare, ça, c'était l'évasion et la joie. Et tout allait tout seul. On avait quelques accords dans les doigts, un cabodastre pour changer de tonalité. Youp, et tout était fait. Et alors, quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse? En tant que les gens que vous vivants, écoutiez, oui, les disques qui tournaient en boucle, les musiciens qui vous ont impressionné, marqué. Je vais dire que ça va paraître un peu étrange, mais profondément, ce qui m'a marqué, c'était quand même les grands classiques. Parce que j'ai commencé le piano très, très jeune, dans une école que je peux citer, qui est l'école de la rue de la Régence, de Sœur Notre-Dame. C'est une école qui est juste en face, on voit encore le petit macaron, en face de la sortie du conservatoire. Et c'est une école qui, je ne sais pas par quel hasard, parce que c'était une école tout à fait normale et je dirais même modeste, puisque elle était là à cheval sur les quartiers du dessus et les quartiers plus bas, c'est-à-dire la rue des Minimes, mais même la rue Haute, qui à l'époque était quand même une rue extrêmement populaire. Mais c'était une école où il y avait un professeur de musique, mais formidable, qui s'appelait Mme Zhdanov, qui est quand même un nom assez extraordinaire, mais c'était son mari qui s'appelait Zhdanov. Elle était belge d'origine. Cette femme avait un enthousiasme fou et à peu près tout le monde pratiquait un instrument dans l'école. C'était une toute petite école primaire. Il y avait une section de secondaire, mais là aussi, tout le monde pratiquait la musique. Et de toute façon, tout le monde chantait. Alors, chose extrêmement rare, il y avait une grande salle avec des cabines de piano. Et elle donnait cours en permanence en dehors des cabines. Et dans les cabines, tout le monde répétait, on avait le droit de quitter la classe pour aller au cours de piano. Et les cabines servaient à toutes celles qui n'avaient pas de piano chez elles. Donc, elles pouvaient répéter. Bon. Donc, c'est vous dire à quel point... merveilleux. Alors, elle est passée, je me souviens très très bien, en première primaire, en disant qui s'inscrit au cours de piano.
C'était absolument normal, c'était la rentrée. J'ai levé le doigt, voilà, ça me paraissait normal. Je sais pas trop, j'ai fait ça d'initiative. Mes parents étaient tout à fait d'accord, mais je leur ai dit après. Et immédiatement, j'ai reconnu 2 compositeurs. Le tout premier, c'est aussi parce qu'on jouait, mais c'était Bach. Et le deuxième, c'était Schumann. Parce qu'il y avait des petites, je trouvais formidables, petites études de Schumann, parce qu'elles se jouent par mains séparées. Donc, c'était extrêmement simple. Je me disais, Schumann, c'est formidable. On ne doit pas jouer les 2 mains à la fois. C'est beaucoup plus facile que Bach, où on est tout de suite pris déjà dans des espèces de choses difficiles de contrepoint. Bon, mais une fois ces 2 compositeurs entrés littéralement dans ma vie, très très jeune, je dirais donc avant 6 ans, c'est quand même ce type de musique que j'ai le plus écouté, et de loin. Et c'est pourtant pas les plus accessibles. C'est pas aussi directement séduisant qu'un nocturne de Chopin. Oui, mais Chopin était inaccessible. Parce que d'abord, Chopin, on trouvait que c'était pas perdre son temps, mais voilà, on devait faire des choses un peu plus sérieuses. Je rêvais de faire les sonates de Beethoven, mais on devait faire les sonates de Haydn. Après coup, je me suis rendu compte que les sonates de Haydn, c'était des purs chefs-d'œuvre. Mais quand même, voilà, les basses d'Alberti et tout ça, je trouvais ça rasant. Et je voulais beaucoup plus de Sturm und Drang et compagnie. Sonate de Mozart, je trouvais ça carrément moche. Donc, Mozart, pour moi, c'était cucu. Et c'est étonnant parce que je ne connaissais pas encore les opéras de Mozart à cette époque-là. Et le répertoire pour piano de Mozart qu'on nous faisait travailler était pour moi inintéressant. Je m'amusais déjà beaucoup plus avec Haydn, mais par exemple, Chopin et je vais le dire, Beethoven, surtout Beethoven, ça c'était vraiment celui qu'on avait envie de jouer. Bon, enfin bref. Donc, je vous parle là, tout ça c'est avant mes 10 ans. Mais en famille aussi, c'est quand même ce qu'on écoutait. La médiathèque, qui à l'époque s'appelait la discothèque, venait de s'ouvrir. On a des choses qu'on écoutait. Oui, on écoutait énormément de musique classique en famille. On essayait d'un peu s'y coller d'une façon ou d'une autre. On allait beaucoup aux concerts. Il y avait les jeunesses musicales aussi qui fonctionnaient immédiatement. Donc la musique pour laquelle on se déplaçait et la musique qu'on pratiquait, franchement, je pense que c'était presque exclusivement la musique classique. On écoutait parfois Radio Luxembourg et le crochet de la chanson, mais c'était à peu près tout. Et alors, comment est rentré le journalisme dans votre vie? On saute des années, je sais. Oh là là, vous faites vraiment un bond. Mais en même temps, c'est pas tellement un bond. Enfin, je crois que je raconte un truc un peu simplifié par la distance, mais c'est quand même pas si faux. Parce que qui dit musique classique dit aussi comme ça les grands rendez-vous à la belge. Et dès notre toute petite enfance, je viens d'une famille où nous sommes nés à 4 sur... Il y a des jumelles derrière moi. Nous sommes nés à 4 sur 2 ans et demi de temps. Donc, on était quasiment comme des quadruplés. Avec aussi des parents très proches, soutenants, vu que c'était une maison de commerce. Les parents étaient à bout de bras, à bout de main. On se voyait beaucoup. On était très, très présents les uns aux autres. Bref, donc le grand rendez-vous, c'était quand même le concours Reine-Élisabeth. J'ai des souvenirs, mais d'une précision extraordinaire. À partir de Barlsenowski. Donc, ça doit être... comment, celui qui a gagné en 56, le Ashkenazi. Ashkenazi, on l'écoutait à la radio, hein, on écoutait ça tout à fait religieusement. Et alors, bien entendu, on avait à la maison, le soir, La Cité et La Libre. Et là, les critiques qu'on lisait, ça, je peux quand même dire que c'était... Donc, les critiques, je dois le dire, depuis que je suis enfant, c'est une des choses que je lis le plus passionnément dans le journal. Donc, si vous me parlez de qu'est-ce qui a fait que je suis devenue critique, je
peux dire que c'est un métier qui m'a quand même toujours parlé, mais ça me paraît quand même... Voilà, je savais écrire et j'ai des oreilles. Mais en définitive, j'ai fait tout à fait autre chose. Je suis arrivée à ce métier de critique à 45 ans. Donc, mais c'était un métier qui me parlait. Enfin, qui, si j'ose dire, qui me parlait, mais qui avait du sens pour moi, parce que je sais la place qu'avaient les critiques de l'époque. Jacques Steinman, par exemple, mais ça, c'était le pape. On écoutait ce qu'il disait après qu'on avait entendu les candidats, par exemple. Enfin, tout ça, c'était des rendez-vous, je dirais, typiquement d'une middle class branchée sur les médias et qui aimait passionnément la musique et surtout qui la pratiquait beaucoup. Alors moi, ce qui me frappe toujours avec vous, c'est votre enthousiasme. J'ai l'impression que, contrairement à d'autres critiques, vous n'êtes pas là pour juger, mais pour apprécier. Et ça m'a toujours donné un sentiment de fraîcheur quand je discutais avec vous de projets. C'est toujours cet enthousiasme, oui, oui, une certaine jeunesse d'esprit. Oui, je vais vous dire que je crois que ça vient du fait... D'abord, j'ai épousé un musicien qui, pour finir, n'a jamais pratiqué, mais qui avait quand même étudié assez sérieusement la flûte. Mais donc Michel Dumont, mais qui venait d'une famille d'architectes. Et pour finir, il s'est plutôt réorienté vers les arts plastiques. Mais grâce à lui, j'ai vraiment fréquenté énormément de musiciens du milieu, enfin des gens qui pratiquaient la musique. Et c'est un peu pour eux que j'ai fondé Opus 3 en 86. Parce que je trouvais un peu triste qu'en Belgique, quand même, il n'y ait pas vraiment de bureau comme ça existait par exemple en Hollande. Il y a le Netherlands Impresariat qui vraiment s'occupe d'exporter, parce que c'est un petit pays, évidemment. Par exemple, les Pays-Bas ont la chance d'avoir des orchestres, dont un orchestre qui fait partie des meilleurs orchestres du monde, qui est évidemment une monnaie d'échange qui permet plus d'import-export, si je puis dire. On appelle ça du soft power aujourd'hui. Soft power. Nous avons d'excellents orchestres, mais pas des orchestres de ces niveaux-là. Bon, bref, tout ça, c'est une question que c'est des questions que j'ai appris à mieux connaître par la suite. Mais je rêvais de pouvoir faire quelque chose pour les artistes qui m'entouraient, que je trouvais si talentueux. Et bon, pour finir, c'était peut-être au-dessus de mes forces, même si j'ai abordé ça avec beaucoup d'enthousiasme, parce que là, il fallait pour finir en faire un métier à part entière, avoir des moyens, développer des choses. Bon, bref, ça a plutôt tourné à organiser des concerts, parler des artistes. C'est peut-être plus dans mes cordes que d'organiser un business model pour pouvoir les exporter. Parce que la question, ce n'est pas de faire jouer les Belges au Festival de Wallonie, au Festival de Flandre, c'est de pouvoir les envoyer dans des grands centres internationaux. Et donc, on a un tout petit pays, on envoie Monsieur Nobody aux 100 000 DAP, ce sont des investissements disproportionnés. Donc, il fallait à ce moment-là développer d'autres qualités qui ne faisaient pas partie de mon ADN. Et donc, c'est plutôt à travers l'organisation de concerts. Et dès qu'on se met à organiser des concerts, eh bien là, ça change tout. Parce qu'on... Tous les musiciens sont nos petits poussins, ça paraît idiot, mais vous-même, vous organisez aussi, vous enregistrez, vous savez ce que c'est. C'est inouï comment on peut les aimer. Oui. Et donc, à ce moment-là, d'abord, on sait... L'imposture est très rare, elle existe. Et je peux vous dire que quand je la croise, je ne me gêne pas. Mais à part l'imposture, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est la générosité, c'est le courage incroyable. L'exigence. L'exigence, le travail qui est derrière. Donc, moi, j'ai une admiration sans borne. Et malgré tout, ils savent très très bien que pour qu'un concert soit beau et réussi, ils doivent eux-mêmes existentiellement prendre des risques énormes, se dénuder, s'exposer à tellement de choses. Alors évidemment, on peut faire les choses en demi-teinte, mais on sait très bien qu'à ce moment-là, il ne se passera rien. Pour que quelque chose se passe, le risque est énorme. Et ça, c'est pour moi une source d'admiration, je dirais, et aussi d'amour pour les musiciens.
Ils font quelque chose, presque tout le monde devrait vivre comme eux vivent, en mettant toujours tout en jeu, d'une façon existentielle. Ils le font. Donc voilà pourquoi, avant que je trouve qu'un concert... Enfin, parfois, les concerts sont mauvais, alors on peut le dire gentiment. On peut parfois analyser, c'est très intéressant d'ailleurs. Quand je suis dans un grand enthousiasme au concert, je sens les ennuis qui commencent. Parce que l'enthousiasme a quelque chose de périssable, de fugace. Ça peut paraître irrationnel, sentimental. Lacan, qui n'en ratait jamais une, disait que tout ce qui est marqué par l'enthousiasme est destiné à disparaître. C'est affreux d'entendre une chose pareille. Bon, donc, quand je suis très enthousiaste, je dis comment est-ce que je vais pouvoir écrire ça pour que ça ait quand même l'air intelligent. Mais quand je trouve que c'est moche, ça c'est très très intéressant. Parce que professionnellement, c'est quelque chose de beaucoup plus stimulant. Parvenir à dire pourquoi ça ne va pas. Et c'est très intéressant. Parce que généralement, c'est en disant pourquoi ça ne va pas qu'on parvient à définir ce qu'on aurait dû entendre ou peut-être ce qu'on aurait voulu entendre. Ce n'est pas encore tout à fait la même chose. Et donc, tout ça est quelque chose qui nous met en rapport avec l'écoute idéale et aussi l'interprétation idéale. Donc, et au bout du compte, je le dis bien, sauf en cas d'imposture, ce qui m'est peut-être arrivé, mais à tout casser, je dis 10 fois, mais je ne pense même pas que ce soit 10 fois. En cas d'imposture, il n'y a aucun intérêt à être désagréable, méchant ou méprisant vis-à-vis d'un artiste. Jamais. Surtout, je dirais, dans le classique, alors là, il y a quand même quelque chose qui ne s'y prête pas, c'est que dans la création contemporaine, est une audace inouïe. Il y a des navets, évidemment, mais c'est extrêmement audacieux. Et sinon, ce qu'on reçoit au concert, c'est l'interprétation d'œuvres anciennes dont, franchement, la plupart sont des chefs-d'œuvre. Donc, on est là dans quelque chose, oui, ben voilà, l'interprétation, c'était peut-être pas ça, mais il y a toujours des choses formidables quand même à écouter, à entendre, même parfois. Et puis, il y a aussi cette chose, je l'ai même parfois quand c'est moche, et ça me fait penser donc à autre chose, c'est que il faut aussi savoir dans quel contexte on est. Si j'étais un peu vulgaire, je dirais il faut savoir combien on a payé sa place. Enfin, pour un critique, c'est vite dit, puisque c'est toujours gratuit. Mais si on est à Salzbourg et qu'on voit une représentation coûteuse et boursouflée qui massacre un bel opéra de Mozart, là, je peux vous dire, là, je suis absolument sans pitié. Je serai sans pitié particulièrement pour le metteur en scène, je l'avoue. On va quand même fermer les yeux, écouter l'orchestre et voir comment ça fonctionne. Et les artistes, il faut voir ce qui tient à une mauvaise direction d'acteur et ce qui tient à de la désinvolture, ou je ne sais, enfin, une impréparation ou un défaut de casting, etc. Donc, la critique s'oriente spécifiquement en fonction des circonstances. Par contre, je peux vous dire que j'ai pu être émue aux larmes dans des tout petits concerts de jeunes ou des concerts de province courageux, etc., où tout à coup, avec des moyens faibles et même avec des défaillances d'interprétation, on était au cœur même de la musique. Et donc là, on peut écrire dans la reconnaissance immense de ce qu'on a pu vivre, le contact exceptionnel, cosmique qu'on peut même avoir avec la musique et avec le compositeur, dans des interprétations beaucoup plus modestes. Donc, voilà, c'est un peu tout ça qui peut entrer en jeu. Et c'est pour ça que c'est rare qu'on soit vraiment méchant. Est-ce qu'il est plus difficile pour vous d'être surprise, vous qui avez tant écouté, tant vu? Ben, c'est incroyable. Le jour où je serai plus surprise, je change de métier, ce qui me fait rire, parce que mon âge, je pourrais juste dire, je prends ma retraite. Mais non, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas.
c'est toujours aussi formidable. Jusqu'ici, vraiment, c'est toujours aussi formidable. Il y a des œuvres où je me dis, non, ça, c'est pas possible. Je vais pas aller me taper Concerto de l'Empereur. Enfin, vous voyez ce que je dis. Bon, eh bien, on est quand même par terre. Donc, oui, la surprise est essentielle dans la qualité aussi. Si on n'est pas surpris, c'est qu'il y a quelque chose de défaillant dans l'interprétation. La surprise, c'est ce qui fait qu'il est pertinent de rejouer pour la millième fois les mêmes chefs-d'œuvre. C'est une chose difficile à faire passer vis-à-vis de ceux qui ne le remarquent pas, mais c'est parce qu'il y a chaque fois cet effet de surprise, cet effet de contact privilégié avec quelque chose qui nous dépasse. Ça peut prendre la forme que ça veut, mais c'est surtout à ça que sert la musique. C'est une connexion privilégiée avec quelque chose de plus grand que nous. Hein. Et si cette connexion a lieu, bien entendu, c'est une surprise. Parce que ce n'est pas une connexion précise, c'est une connexion justement avec un inconnu. Et si cette connexion avec l'inconnu survient, c'est l'éblouissement. Et c'est ça, il me semble, qu'on attend de chaque concert. Ça continue, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Alors, je vous propose de continuer en musique. Alors, nous allons écouter l'élégie pour alto et piano de vieux temps par deux de vos prochains invités, Marc Sabat et Eliane Reyes.
L'élégie pour alto et piano de Vieux Temps dans l'interprétation de Marc Sabat et Eliane Reyes. Alors dites-nous, Martine, comment est née l'idée de faire revivre les concerts Astoria? Eh bien, c'est tout un enchaînement assez heureux, au cœur duquel se trouve d'abord le passé. Le passé, c'est les patrons de l'époque dont je vous parle d'il y a une bonne 50aine d'années, monsieur et madame Gossens-Bara en tête, et qui ont, je vais vous dire que l'histoire, je l'ai moi-même racontée dans un petit livre, mais je ne l'ai plus tout clairement en tête, j'aurais peut-être pu revoir, mais qui, de fil en aiguille, ont rencontré Gerold Rubinstein et Daniela Ouziel, et qui eux-mêmes étaient arrivés pas depuis si longtemps en Belgique, ils venaient des États-Unis, et ils avaient quand même déjà un magnifique réseau international. Gerold et Dalia étaient professeurs aussi, donc ils avaient des jeunes étudiants, même des enfants qui suivaient des cours chez eux. Donc, ils étaient à la tête d'une immense famille internationale de jeunes musiciens. Et donc, assez naturellement, ils ont lancé ces concerts Astoria dans ce magnifique palace. Et ça a fonctionné pendant 36 ans. Leur fils, Daniel Rubinstein, a pris le relais pour les dernières années. Hélas, aujourd'hui, Gerold, que nous appelions Géry, est décédé, mais malgré tout, Dalia, sa veuve, continue d'ailleurs à mener des concerts. Mais les concerts en tant que tels se sont arrêtés pendant une 15aine d'années. L'hôtel lui-même a fermé, ça a été long et difficile de reprendre. Et une personne proche de l'hôtel, qui s'appelle Anne Lemans, a eu l'idée, pour la réouverture de l'hôtel, de faire un petit fascicule parlant du passé de l'hôtel par rapport à la musique. Et elle m'a confié une partie de ça, enfin des interviews d'artistes qui avaient connu les tout jeunes qui étaient venus, comme Alexander Görning, par exemple, ou Tatiana Samuil, etc. Donc, j'ai pris aussi Jean-Claude Van den Ende, qui avait fait le concert d'ouverture et il venait de gagner le concours Anne-Elisabeth, enfin, d'être troisième du concours Anne-Elisabeth. Donc, 2 générations. Et de fil en aiguille, la nouvelle direction s'est dit, mais pourquoi pas? On a un petit peu présenté les possibilités et voilà. On a lancé ça d'une façon assez... C'est toujours ça qui est amusant, improvisé quasiment. On a pris la décision à la nouvelle année, en janvier, et le directeur, à l'époque, a dit, bon, mais ça doit commencer à la mi-février. Paf, il fallait faire 10 concerts, et il faut annoncer la programmation jusqu'à la fin du mois de juin. Faites le calcul, ça faisait 10 concerts. Mais voilà, Vous êtes aussi à la tête d'un grand réseau, donc c'était possible. C'était assez facile à faire. On a relancé une 2e salve maintenant jusqu'à la fin du mois de décembre. On ne sait pas encore ce qui va se passer par la suite, mais ça a permis donc en tout jusqu'ici d'organiser une 20aine de concerts, ce qui est quand même vraiment bien, à raison d'une fois tous les 15 jours. Et je dois dire que le nouveau salon, mais qui est l'ancien salon Waldorf, a été restauré d'une façon absolument magnifique, avec une acoustique vraiment splendide. Les artistes adorent y jouer. Alors, on n'a un piano qui est un Steinway du 19e siècle, donc il manque quelques touches dans l'aigu, mais c'est un piano pour finir, et Jean-Claude Van den Ende, Dimitri Duroglou, et enfin, tout le monde trouve ce piano plein de charme, de couleurs. Il était très, très bien réglé par quelqu'un qui y a mis
tout son cœur, Régis Salart. Et donc, en définitive, on a là une vraie ambiance de musique de chambre, de salon de qualité. Alors, vous avez 2 partenaires qui vous aident à construire cette programmation. Qui sont-ils? Alors, eh bien, au début, il fallait, comme ça, que je ne sois pas seule dans le team artistique. J'ai embarqué mon cher ami Bertrand de Wouters, qui, au fond, à la fois Bertrand de Wouters, qui dirige la boîte à musique, et qui est le fils d'un des fondateurs de la première série. Alors, Bertrand, à la fois, connaît la terre entière. Je dois dire qu'à deux, on connaît vraiment beaucoup de monde. Il connaît la terre entière, il a lui-même un label. Et donc, c'était très agréable de pouvoir collaborer avec lui. J'ai eu aussi le plaisir de renouer et de découvrir de nouveaux artistes grâce à lui, parce qu'il a également aidé à boucler cette première programmation et encore plus largement la seconde. Et en plus, il s'est révélé être, voilà, je ne sais pas comment dire, un compagnon fraternel et fidèle. C'est extrêmement agréable de travailler avec lui. C'est la jeune génération pour moi, donc, mais c'est très gai. Et puis, il y a eu un projet d'élargir les activités, mais ça est pour l'instant suspendu, d'élargir les activités de l'Hôtel Astoria, à aussi des activités de jazz, des conférences, des réflexions. Enfin, on aurait pu développer, mais c'était peut-être beaucoup de choses à la fois. Mais à cette occasion-là, j'ai proposé à Elsa de la Cerda, que vous connaissez bien aussi, qui est elle-même musicienne, mais journaliste, qui a été une formidable journaliste radio. Et Notamment ici. Notamment ici. Je crois que c'est même à Radio Judaïka qu'elle a fait ses débuts. Et Elsa de la Cerda, elle a une graine d'entrepreneuse en elle. Elle peut pas s'empêcher. Dieu sait si elle aime bien son violon, mais elle aime entreprendre. Donc, je ne cache pas que je me proposais de progressivement... enfin bref, je lui ai proposé de venir nous rejoindre avec l'idée que ce serait assez gai de, après ça, pouvoir passer la main à quelqu'un d'aussi talentueux et bien introduit qu'elle. Alors Martine, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité la possibilité de faire découvrir à nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire écouter? J'ai écouté tellement de musique, je me suis tellement passionnée pour tous les grands classiques, les pas grands classiques. Je vais vous dire, j'ai pas une vraie culture yéyé, puisque c'était quand même le terme qu'on utilisait quand j'avais 15 ans. Mais il y a un compositeur qui, ces derniers temps, a pris une place toute particulière dans je dirais, dans mon cœur et aussi dans ma réflexion. C'est Arvo Pärt, que j'ai découvert, en fait, pas du tout par des voix classiques. C'est quelqu'un qui est arrivé à moi, recommandé par l'enthousiasme de gens beaucoup plus jeunes que moi, qui l'avaient découvert dans un grand concert, je vous parle des années 80, un grand concert qui avait été donné à la basilique de Kuckelberg. Et le public, c'était pas du tout le public classique, c'était... Je dirais même qu'on était là en post-New Age ou quelque chose du genre. Bon, et j'avais presque un préjugé défavorable. Ça m'avait l'air d'être un peu de l'ordre de ce courant russe dont vraiment je n'aime pas tout, même s'il a de très très bons défenseurs qu'on appelle la nouvelle simplicité. Et en fait, Arvo Pärt, c'est justement la complexité cachée, la complexité disparue. Comme en définitive, les plus grands compositeurs peuvent le faire, mais avec un langage de notre temps. Donc, il y a quelque chose de merveilleux pour moi dans sa musique, parce que c'est une musique très dense, mouvante, avec des harmonies d'une complexité formidable, mais tout se transforme chez lui en permanence, en beauté et, je dirais, en sens.
dans le sens, dans le sens, il y a comme quelque chose qui tend vers un accomplissement, qui tend vers une résolution et aussi qui tend vers une assomption, c'est-à-dire une transformation. Donc, lui, on parlait de connexion tout à l'heure, c'est par excellence un compositeur qui met immédiatement l'écouteur, l'écouteuse en connexion avec quelque chose qui le déplace et qui lui fait, qui le grandit, bien sûr, mais sans l'affoler, qui le grandit en lui disant tu peux faire partie de ça. Il me semble que c'est ça que transmet la musique d'Arvo Pärt, celle que je vous propose qu'on écoute. Alors, je vous propose d'écouter un extrait d'un nouvel album qui vient d'être consacré à Arvo Pärt et qui est défendu par l'ensemble Vox Clamantis.
Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Martine, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 15h, les vendredis à 13h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.